L'apparition de nouvelles technologies a toujours profondément impacté la société et par ricochet l'éducation. Il existe des centaines, voire des milliers d'exemples d'intégration de technologies au sein de dispositifs d'enseignement divers et variés. Nombre de ces technologies ont initialement été créées pour répondre aux besoins de contextes définis et avaient certains objectifs qui ont par la suite été détournés afin de s'adapter à de nouvelles méthodes d'enseignement et de nouveaux objectifs pédagogiques. En voici un exemple. Nous sommes en 1907 à Stuttgart en Allemagne. Eugen Bauer est un jeune mécanicien de précision. Il travaille pour Felix Bayer qui possède le premier cinéma de la ville. Ce dernier va alors demander à Eugen de construire son tout premier projecteur de film. Pendant plus d'une vingtaine d'années, Eugen n'aura cesse de créer de nouveaux modèles de projecteurs de cinéma. Son entreprise va énormément grandir. En 1932, Bauer commercialise 2 projecteurs qui vont considérablement révolutionner le marché, le Sonolux 1 et le Sonolux 2. Leur particularité, ils sont transportables. Ils se présentent sous la forme d'une valise qui va vite trouver son utilité dans les cinémas ambulants, mais surtout dans les établissements d'enseignement. À peine 2-3 ans après cela, en France, le ministre de l'Éducation nationale va offrir à tous les inspecteurs d'académie des subventions pour l'acquisition d'appareils de projection de films fixes. Ainsi, les technologies du cinéma vont s'inscrire d'elles-mêmes dans l'éducation avant même d'être soutenues par les ministères nationaux. Dans cette petite histoire, on voit bien comment le système éducatif s'est quelquefois approprié certaines technologies afin de fournir un enseignement plus efficace et de meilleure qualité. Mais comme nous allons le voir, il s'avère que dans certains cas, la technologie a été créée avec comme objectif premier de soutenir l'apprentissage. Je vous invite donc à revenir dans les années 50 pour découvrir une machine un peu étrange pour l'époque. Cette machine se présente sous la forme d'une boîte avec des fenêtres et des molettes. Mais comment s'en sert-on ? Cette machine s'utilise de manière individuelle. Elle demande à l'élève de répondre à des questions de plus en plus difficiles. Pour donner ses réponses, l'élève écrit directement sur la machine, puis découvre la bonne réponse. Il ou elle reçoit ainsi instantanément un feedback. Cette machine a été développée par Burrus F. Skinner, qui s'est inspiré lui-même, entre autres, de la teaching machine inventée par Chard en 1806. Si le nom de Skinner vous dit quelque chose, c'est normal. Il est en effet un des pères fondateurs du courant behavioriste, aussi appelé comportementalisme en français. Skinner est plus particulièrement connu pour sa théorie du conditionnement opérant, reposant sur le principe de renforcement. On retient entre autres son expérimentation sur les souris. Cette machine à apprendre n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du développement de nouvelles technologies pour soutenir l'enseignement. L'humanité et le monde ont toujours été en constante évolution. Depuis le XVIIIe siècle, nous vivons révolution industrielle sur révolution industrielle. La société évolue, la technologie avec elle. Il y a quelques centaines d'années, nous avons vécu l'apparition de la mécanisation avec l'invention de la machine à vapeur et l'exploitation du charbon. L'évolution de l'industrie métallurgique accélère ainsi les échanges économiques, humains et matériels, notamment par la construction de ponts et le développement de chemins de fer. À la fin du XIXe siècle, de nouvelles sources énergétiques voient le jour, le pétrole et le gaz. Ils permettent la généralisation de l'utilisation de l'électricité et des moteurs à explosion et révolutionnent la société, notamment dans le secteur automobile et aéronautique. L'invention de l'électricité permet également à de nouveaux moyens de communication de naître par l'invention successive du télégraphe puis du téléphone. Les années 70 seront un nouveau grand tournant de l'histoire de la technologie. L'émergence de l'informatique marque l'avènement de l'électronique avec l'arrivée du transistor et du microprocesseur qui permettent de miniaturiser de plus en plus les technologies. De nouveaux matériaux révolutionnent les marchés et participent à la découverte de nouvelles technologies qui ouvriront la recherche spatiale et la diffusion mondiale d'un nouveau moyen de communiquer, Internet. Dans les années 80 se déroule la dernière et peut-être la plus grande révolution de l'histoire de l'enseignement, son développement informatique. L'accès généralisé aux ordinateurs personnels permet l'apparition de nouvelles pratiques. Des logiciels d'apprentissage font leur apparition et il devient possible d'interagir directement avec un clavier et une souris.
L'arrivée d'Internet et des emails permet une communication directe entre apprenants et professeurs. Nous pourrions considérer que nous vivons aujourd'hui la 4e révolution industrielle de notre civilisation. Les appareils mobiles sont interconnectés à grande échelle. Toute l'information est numérisée. La connaissance est accessible en toutes circonstances du bout des doigts. Les réseaux d'information se sont développés et se développent encore aujourd'hui. Les wikis en sont un bel exemple. Ce format de site web réunit des millions d'informations dans des dizaines de langues. Cerise sur le gâteau, ces informations sont réunies de manière collaborative. Des milliers de personnes y contribuent au quotidien. Les contenus éducatifs ne sont pas en reste. Du simple tutoriel à la vulgarisation scientifique, les plateformes de vidéos, par exemple, ne cessent de se développer et regorgent de contenus instructifs. Vous ne savez pas ce qu'est un pommelcophile ? Le Wiktionnaire saura vous renseigner. Vous ne savez pas changer la courroie de distribution de votre voiture ? YouTube vous proposera un tutoriel gratuit en français en quelques secondes. L'essor des technologies a donc ouvert la porte au développement de l'enseignement à distance. Aujourd'hui, technologie et enseignement se retrouvent sous le terme d'e-learning, aussi appelé formation en ligne ou e-formation. De nombreuses plateformes ont vu le jour dans les années 2000 pour soutenir ce type d'apprentissage. Revenons sur la naissance d'une des plus grosses plateformes d'enseignement en ligne. Nous sommes en automne 2011 à l'université de Stanford. Le cours de machine learning de Andrew Ng est un des cours les plus populaires du département d'informatique. Il est suivi par près de 400 étudiants à chaque session. Les cours de Andrew sont filmés et postés sur YouTube. À cette époque, plus de 200 000 personnes visionnent ces contenus. Fort de cette popularité, Andrew Ng, suivi par 2 collègues, décide d'ouvrir l'accès à l'entièreté de leurs cours gratuitement et de les diffuser en ligne. C'est un succès retentissant. En quelques semaines, 100 000 personnes s'inscrivent pour suivre le cours de machine learning. Cette popularité va pousser Andrew Ng et Daphne Koller à vouloir prendre les meilleurs cours des meilleurs enseignants dans les meilleures universités et de les fournir au reste du monde. So, having seen the impact of this, Andrew and I decided that we needed to really try and scale this up to bring the best quality education to as many people as we could. So we formed Coursera, whose goal is to take the best courses from the best instructors at the best universities and provide it to everyone around the world for free. C'est ainsi que naît la plateforme d'enseignement Coursera en 2012. 10 ans plus tard, en 2022, Coursera est partenaire de plus de 275 universités et entreprises et est utilisé par plus de 100 millions d'apprenants à travers le monde. La même année, en 2012, le MIT et Harvard s'associent pour créer EDX, une plateforme d'apprentissage en ligne qui vise également à diffuser des cours de niveau universitaire en ligne. EDX propose un certain nombre de cours gratuitement, mais a aussi l'avantage de donner accès à des cursus entiers d'études qui permettent d'obtenir un diplôme. Bien que Coursera, EDX et Udacity aient largement participé à la diffusion de ces cours d'un nouveau genre, ils ne sont pas à l'origine de l'idée de diffuser des cours en ligne. Retournons encore un peu plus dans le passé. En 2008, George Siemens et Stefan Downes organisent un cours nommé Connectivisme et connaissances connectives. 25 étudiants de l'Université de Manitoba au Canada, ainsi que 2300 participants en ligne, s'inscrivent pour suivre ce cours qui a un format un peu particulier. L'enseignant ici n'est pas tant un instructeur, mais plus un facilitateur. Les participants sont encouragés à consulter des ressources fournies, mais surtout à interagir entre eux, autour des thématiques abordées, et à contribuer à enrichir avec leurs propres apports le cours. C'est ce cours qui est reconnu comme étant à l'origine de l'apparition du sigle MOOC, ce sigle qui désigne les cours en ligne ouverts et massifs. Entre le cours de Siemens et Downes en 2008 et le lancement des plateformes Coursera, EDX et Udacity en 2012, il y a eu de nombreuses tentatives de cours en ligne avec différents formats, gratuits ou payants, tous plus ou moins fructueux, mais qui permettront à terme de réaliser les conditions de la popularisation des MOOC, mais surtout du potentiel énorme de leur utilisation dans le système universitaire. Découvrons maintenant l'origine d'une autre plateforme d'enseignement en ligne, mais dont la visée est un peu différente. Martin Doukiamas grandit dans une région reculée et désertique de l'Australie dans les années 70. Martin expérimente ainsi dès son plus jeune âge une forme précursive de l'enseignement à distance. Cette scolarité un peu particulière a jeté les bases de la vision de Martin qui souhaitera, une fois adulte, utiliser Internet pour amener l'éducation au-delà des salles de classe physiques et permettre un enseignement de qualité dans tous les coins du monde.
Devenu adulte, Martin obtient un diplôme d'informatique à l'université Curtin à Perth, en Australie. Il travaillera ensuite comme conférencier et consultant pour l'université. Une partie de son travail consiste à gérer la plateforme de gestion des cours en ligne. Après quelques mauvaises expériences avec les outils existants, Martin se décide à développer ses propres outils. Mais il se rend vite compte qu'il lui manque des connaissances en sciences de l'éducation et en communication. Il commence donc une maîtrise, puis un doctorat dans ce domaine. Son premier objectif est alors d'étudier comment améliorer l'efficacité de l'apprentissage en ligne. C'est au cours de son doctorat, en 1999, que Martin développe un nouveau système, qu'il expérimente auprès de plusieurs communautés d'apprentissage. En 2001, le travail de Martin et de son directeur de thèse, le professeur Peter Taylor, porte ses fruits. Ils publient une analyse d'un cours sur le constructivisme qu'ils ont construit avec ce nouveau dispositif. Dans la même année, ils rendent public ce nouveau système ainsi que son code source, permettant à tout le monde de contribuer à son développement. Moodle est né. En quelques mois, Moodle est utilisé partout dans le monde et gagne une popularité inattendue, mais surtout fulgurante. 3 ans plus tard, en 2004, plus de 1000 sites Moodle sont enregistrés. Cette année-là, la toute première conférence dédiée à Moodle se tient à Oxford. C'est le premier Moodle Moot. En 2008, Moodle remporte plusieurs prix et s'impose comme un LMS open source leader et primé. On recense 500 000 utilisateurs enregistrés. En 2022, Moodle est utilisé par plus de 60% des institutions de l'enseignement supérieur au niveau mondial.